D'ailleurs, est-ce que vous avez eu affaire à des menaces ou à des attaques en termes de cybersécurité sur votre infrastructure, et comment est-ce que vous avez géré ça au sein de votre entreprise? Alors nous, on a eu quand même le choix, sachant que depuis, les équipements ont été modifiés, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous parler énormément technique, c'est pas le but du jeu, mais l'idée aujourd'hui, c'est que l'ensemble de nos applications subissent des pentests au moins une fois par an. On a systématiquement, on a parlé aussi de la 2FA, donc de l'authentification de deux facteurs pour les gens qui sont admis pour le Mars. Et on a ce qu'on appelle un WAF. Donc le principe du WAF, c'est la partie proxy logicielle qui fait en sorte que tu puisses te connecter ou pas. Le deuxième sujet qu'on va utiliser bientôt, et c'est pour ça que c'est bien que Nicolas soit là, c'est que le SD-WAN, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle du filtrage applicatif sur une liaison internet. Autrement, tu vas prioriser ou gérer en fonction de ton flux applicatif. Par exemple, ton production, même si ton lien est dégradé, tu vas lui allouer une valeur bien plus importante que ton soft. Parce que celui qui va sur YouTube, on s'en fout, celui qui fait de la prod, c'est important. Donc le SD-WAN peut t'apporter aussi ça, c'est une surcouche logicielle qui fait en sorte que tu priorises ton application. Et la partie attaque, on la gère via le WAF, donc la partie surveillance logicielle. Et dans la mesure où on n'y arrive pas, parce que ça peut arriver, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on reroute l'ensemble du trafic sur un autre site. Ce qui fait que ça ne pénalise pas notre site de prod. Et le trafic qui n'est pas très bon part ailleurs, mais quelque part on s'en moque, puisque ça n'impacte pas la production de nos clients. Et le but du jeu, c'est que nos clients, on respecte leur SLA, donc leur niveau d'engagement, parce qu'ils payent. Et c'est important. D'accord. Et côté Pixia, vous avez affaire à des attaques ou d'autres choses, ou ça? Alors, on ne fournit pas comme Dimosoft des applications dans le cloud, donc forcément on est moins visible. Par contre, dans nos systèmes, en fait, on a des serveurs effectivement qui portent l'intelligence et ils sont attaqués effectivement en permanence et donc ils sécurisent également, mais on n'est pas dans le même modèle, on ne fournit pas un service, une application en tant que telle, comme on fournit un service de connectivité. Et par contre, sur ce service de connectivité, on va retrouver les briques de sécurité et puis cloisonnement pour éviter, enfin justement nécessaire en fait à la sécurité du transit de l'application. Mais on n'est pas tout à fait dans le même modèle. Ok. Donc je suppose qu'avec toute votre expérience que vous avez là, vous avez un petit peu vu l'évolution des solutions cloud au fur et à mesure des années. On sait que ça a pas mal explosé ces derniers temps. Donc qu'est-ce que vous en avez dégagé? Comment ça a changé votre manière de faire au fur et à mesure des avancées? Là, il veut dire que non. Et vous avez une expérience. Pour nous, en tout cas, ce qui a changé, c'est que, c'est ce que je disais à quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus où il est. L'idée, c'est qu'avant, on avait une vraie isolation entre la partie développement et la partie opérationnelle. Aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le DevOps, c'est ce qui nous fait gagner du temps, et ta présentation sur la partie team, elle était plutôt vraie. C'est-à-dire que nous, c'est exactement ce qu'on fait. Et dans cette team-là, on n'inclut pas que des devs ou que des ops, parce qu'il y a des gens qui ont un regard différent sur le sujet, et ça aide le dev ou ça aide l'ops. Donc avant, tu avais deux mondes qui consistaient à dire que le développement disait ça saute dans son coin, il te la poussait, en tant qu'ops tu la montais, ça marchait pas, tu l'engueulais, il disait que c'était ta faute, tu l'engueulais, et puis finalement tu avais 4 versions. Aujourd'hui, on ne dit pas que c'est la faute des devs, on ne dit pas que c'est la faute des ops, le but du jeu c'est que ça marche. Donc l'architecture est conçue aussi avec leurs besoins, c'est-à-dire qu'avant on montait une archi mais on n'en avait rien, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc on prend les contraintes de chacun, tant que ça marche tout se passe bien, et quand ça ne marche pas, du moins c'est ce qu'on fait à Dimo. On a ce qu'on appelle des cellules de crise, où on réunit absolument tout le monde. Le but, c'est pas de tirer sur le fautif, le but, c'est de résoudre. Voilà. Et pour résoudre, il faut et les devs et les autres. Sans ça, on ne sait pas résoudre. Et nos sorties de version, par exemple, sont tous les 2 jours en moyenne. Ce qui fait qu'avant, on avait des sorties de version monstrueuses. Aujourd'hui, une appli Dimo, elle est mise à jour tous les 2 jours. Voilà. Et côté Pixia, ça se passe comment Alors, en fait, ce qui est intéressant, je vais un peu plus général, mais le cloud, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est venu côté particulier. En fait, si on remonte un peu le temps, à une époque, l'informatique de l'entreprise était beaucoup plus avancée que ce que vous aviez à la maison. Enfin, pas vous directement, parce que vous n'êtes pas le cas, mais ce qu'on avait avant à la maison. Et donc, on a vu avec justement les technologies cloud, le rapport s'inverser. Vous avez accès aujourd'hui à beaucoup plus d'applications, à beaucoup plus de services sur votre smartphone qu'on a en entreprise. Pourquoi? Parce que le schéma s'est inversé, il y a une multitude d'applications et elles sont facilement installables, vous y accédez en temps réel. Et la difficulté justement des entreprises aujourd'hui, c'est pas de combattre ou d'unité, mais en tout cas de savoir quelles applications ont été externalisées.
que là on parle d'applications effectivement que l'entreprise a choisi d'externaliser. Il faut bien voir que dans le cloud et dans la sécurité, la problématique, c'est qu'au sein de l'entreprise, des utilisateurs peuvent externaliser eux-mêmes l'application sans en parler à la DSI. L'exemple tarte à la crème qui est crédible, Salesforce, on en parlait tout à l'heure, rien n'empêche un directeur commercial d'une entreprise, parce qu'il a vu que c'était bien, de souscrire à des licences Salesforce dans le dos de la DSI. Et on a déjà externalisé, mais en dehors de la DSI. Et aujourd'hui, ce cloud amène beaucoup de choses très bien, même si effectivement, il y a un moment, on a parlé de réduction de coûts et c'est pas mitigé, je serais plus mitigé là-dessus. Mais par contre, la DSI, ça a mis la DSI, les directions des systèmes d'information des entreprises, dans une situation un peu plus complexe, parce qu'elles ne sont plus maîtres de elles sont maîtres de leur production informatique, mais elles ne sont plus maîtres de toute la production informatique de l'entreprise, parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent faire des choses dans leur dos. Et du coup, le cloud a amené beaucoup de choses intéressantes, mais par contre a aussi posé des problématiques à la DSI. Et donc il y a des technologies, bien évidemment, pour l'aider à cela, mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est ce changement dans le rapport avec les utilisateurs qui finalement ont l'habitude d'avoir certaines applications et qui vont, entre guillemets, essayer de les retrouver dans leur entreprise s'ils les entendent. Dire que tu vas faire du cloud public et donc tu vas réduire tes coûts, à isopérimètre, ce n'est pas vrai. Si tu veux réduire tes coûts, il va falloir que tu optimises ton appli, que tu la refasses à moitié, que tu la refondes, que tu prennes des gens dont c'est le métier, qui t'aident à reconstruire ton application. Nous, aujourd'hui, on a 2 applications dans GCP, une très très grosse application dans Azure. Cette application dans Azure, on ne l'a pas portée comme ça. Parce que si on la portait de notre hébergeur actuel vers Azure, on aurait triplé les coûts. Donc il a fallu refaire du dev, la remodifier pour faire en sorte que dans Azure, elle soit financièrement intéressante. In fine, l'appli pour le client, c'est la même. Par contre, il y a plein d'apports au fait que ce soit dans Azure. Tu as 54 régions. C'est une application de maintenance de site industriel, ce qui fait qu'un site au Brésil devait se connecter à Lyon. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On rapproche en fait la production de son site de production à lui, ce qui fait que ses temps de traitement sont bons. Et à l'inverse, quand on a le continent asiatique qui se connecte, la base n'est pas en Amérique du Sud. Donc tout ça, il faut jongler avec. Donc il y a plein de technologies pour ça, et il a fallu retravailler l'application. Donc c'est X jours de développement, mais qui sont rentables parce que ton client final il est content, et que là où il mettait 3 secondes pour sortir une info, il sort une demi-seconde. Est-ce que ça pose pas des problèmes de réplication ou de perte de données par rapport à... Ça c'est notre boulot, si on travaille bien, non. Très bien. Sur cet aspect coût, justement, le point est intéressant, c'est à isopérimètre. Qu'est-ce qui est à isopérimètre, justement? Parce qu'en fait, vous allez externaliser un service. Et à un moment donné, forcément, il y a des coûts frontaux, puis il va y avoir des coûts cachés, comme typiquement le redéveloppement d'une application. Ce qui se passe, c'est que le cloud, vous allez payer un pay as you grow, oui, mais du coup, on retombe sur des facturations, je dirais un peu comme avant en téléphonie à la minute, et donc vous pouvez vite payer très cher. Alors après, tant mieux, parce que si vous consommez beaucoup, c'est que potentiellement vous vendez un service de plus en plus. Mais il faut faire attention au coût. Par contre, donc, le point intéressant, c'est quel aurait été mon coût si j'étais resté en on-prem avec les serveurs chez moi. Parce que finalement, par contre, la première ou la deuxième conférence a amené des points intéressants. C'est que je vais pouvoir dupliquer, sécuriser, on a parlé de PRA, etc. Ça coûte très cher à faire en on-premise. Et en fait, le point du coût, il est à mettre justement, il a regardé à cet endroit-là. C'est sûr que si je gardais mon infrastructure de l'époque, où elle était chez moi, par contre elle n'était pas sécurisée, pardonnée, je payais peut-être moins cher que si j'ai externalisé dans le cloud. Mais en même temps, elle était beaucoup moins sécurisée. Or, dans les entreprises, on utilise de plus en plus l'informatique, et donc forcément, je vais devoir sécuriser mes données, sinon en cas de perte, je vais perdre du chiffre d'affaires ou autre. Donc en fait, on ne va pas réduire les coûts, mais pour les mêmes coûts, je vais faire beaucoup mieux que ce que je faisais avant, et j'ai pas le choix, parce que de toute façon, je consomme plus d'applications et d'informatique. L'exemple typique, on a parlé de Nautilus, l'application de notes de frais. Si je gère mes notes de frais sur un fichier Excel, forcément ça va me coûter moins cher que Nautilus. Par contre, Nautilus amène beaucoup plus d'usage. On a parlé directement de virement direct. La note de frais elle est validée, elle est pré-validée déjà par l'applicatif. Ensuite, le manager va la valider. Ça va déclencher un virement. Il y a un gain énorme pour l'entreprise versus gérer tous les fichiers Excel, voire les imprimer, les faire signer. Vous imaginez les choses. Donc c'est pour ça. Je faisais tout à l'heure une petite analogie qui est intéressante justement avec le perso.
peut-être une bonne partie des personnes ici qui ont Netflix, un abonnement Netflix. Personnellement, je l'ai. Donc, je paye une dizaine d'euros par mois, donc 120 euros par an. Avant, je ne payais pas 120 euros de DVD ou de Blu-ray par an. Donc, je paye aujourd'hui plus cher que ce que je payais avant pour consommer de la série ou du film. Mais par contre, ça m'amène beaucoup plus. Donc, ben voilà, c'est ça le sujet que je veux aborder sur le cloud, c'est que ça coûtera peut-être aussi cher, voire peut-être un peu plus cher qu'avant, mais par contre, on fait beaucoup plus que ce qu'on aurait pu faire avant. Très bien. Comment on place le curseur entre la liberté du coup de l'employé et la DSI qui veut des choses très strictes? Comment on fait justement pour pas aller casser le business? Donc on va utiliser des outils, par exemple les commerciaux qui vont utiliser des outils de ShareFile, etc., qui ne sont pas forcément sécurisés, mais pour autant ils disent nous on a un contrat avec telle personne, il veut obligatoirement utiliser cet outil. Comment on arrive à placer le curseur entre la sécurité et la liberté dans le business justement, pour pas arriver à casser le business? Le sujet, il va être comment la DSI va acquérir des outils pour contrôler, enfin pas contrôler, mais en tout cas avoir l'information que les gens utilisent ce type d'application. Et justement, une technologie comme le SD-WAN le permet. Et le deuxième sujet aussi, c'est que en étant plus agile, et on l'a vu, on a parlé d'agilité un moment aussi dans les confs, c'est le sujet, vous parlez de DSI strict. Ben oui, parce que les technos aussi étaient beaucoup plus stricts historiquement. Enfin, c'était compliqué de faire une évolution. À l'époque, on évoluait, on ne changeait pas de version tous les jours. Alors que là, on parle de plusieurs fois par semaine, etc. Et le sujet, il est là. C'est que la DSI maintenant peut se doter d'outils, grâce à tout ça, pour aller plus vite, pour mettre à jour plus vite, et donc du coup pour être plus flexible. Et à partir de là, mais ça ne va pas se faire tout de suite, l'utilisateur va comprendre que en entreprise, il a de la flexibilité. Parce que le problème du Shadow IT vient de là. Il vient du fait que justement, comme vous avez dit, c'est strict, ils vont m'embêter, je passe par derrière, c'est humain. Et grâce à toutes ces technologies-là, comme on amène de la flexibilité, l'utilisateur va redevenir dans un schéma plus classique comme avant. Donc, du coup, il va se dire, j'ai un besoin applicatif, je vais d'abord aller voir ma DSI, mes interlocuteurs, pour travailler avec eux, je ne vais pas essayer de leur faire un truc dans le dos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le cloud n'est pas négatif écologiquement? C'est une excellente question, ça. Ça se discute. Après, les très très gros ont mis les moyens pour le faire. Pour être négatif? Non, le bon exemple, en fait, alors après, il est un peu caricatural, mais un des plus gros data centers d'Azure aux US s'est équipé de son propre barrage pour alimenter, par exemple. Après, les autres, si je prends le cas de Dimo, où on a 3 hébergeurs que sont Google, Azure et NC2 à la tour, bien sûr que tu consommes, mais en même temps, tu centralises et tout ce que tu n'as pas sur X endroits, tu l'as. Après, c'est vrai que quand tu vas chez Azure à Dublin, si un jour tu as la chance d'y aller, moi j'y suis allé, c'est vrai que le bon côté, c'est que tu vois des kilomètres de câbles et des entrepôts monstrueux. Ce que tu vois pas, c'est la consommation associée. L'autre exemple qu'on a, c'est qu'historiquement, moi j'ai travaillé avec un partenaire qui s'appelle IBM à Paris, à Clichy pour être précis. Et en fait, cette consommation-là, ils l'ont gérée de manière plutôt intelligente, c'est-à-dire que l'ensemble de la consommation du data center alimente toute la partie florale de la ville et la piscine municipale, par exemple. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de payer pour chauffer la piscine. Non, mais c'est pas une vanne. Il est à Clichy, c'est dans les locaux de Global Switch, si ça t'intéresse. Tu peux aller voir et en fait, ils alimentent tout le quartier en électricité. Parce qu'ils ont 4 fois 20 000 volts qui arrivent et qu'ils ont une déperdition monstrueuse s'ils travaillent différemment. Donc en fait, ils renvoient tout dans les serres du lycée agricole et dans la piscine municipale. Et après, te dire que ça ne consomme pas, ce serait un mensonge. Est-ce que quand on propose justement une offre de cloud, est-ce que des attaques peuvent venir de nos clients? Bien sûr. Nous, on a par exemple des clients qui nous commandent des pentests de manière officielle. Mais tu peux avoir aussi des clients sur des industries un petit peu particulières, comme un qu'on a sur l'industrie pétrolière par exemple. Oui, effectivement, il fait en sorte de voir si ton application répond sans te prévenir, pour voir si elle est costaud ou pas. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que, au même titre que quand tu achètes une voiture, tu veux voir si elle marche bien. Donc c'est normal, quelque part. Ça, tu vas tester ton fournisseur pour voir s'il est compétent. Nous, on le fait par exemple avec nos hébergeurs, où on fait des tests de saturation de bande passante, pour voir si en face ça tient ou pas. On les prévient des fois, mais pas tout le temps. Et le but, c'est de vérifier que le service en face il soit rendu, malgré le fait que tu lui mettes des charges. Mais pourquoi? Parce que tu payes pour ça. Donc vu que tu payes, tu attends un service.
Ce n'est que normal. Et là, il y a l'aspect un peu responsabilité partagée. Est-ce que vous avez une responsabilité? Est-ce que vous mettez en place des solutions ou des choses pour éviter en fait que les clients, au travers de leurs services, perturbent l'ensemble des services que vous proposez? Bien sûr. L'idée, c'est qu'en termes de responsabilité, c'est ce qui s'applique dans le cloud et c'est ce qu'on fait chez Dimo, c'est-à-dire que la responsabilité Dimo s'arrête à la porte de l'hébergement. Tout ce qui se passe après n'est pas de mon ressort, parce que typiquement, les liaisons télécom entre le data center et le client, un, je ne la connais pas, deux, je ne la maîtrise pas, elle est peut-être de bonne qualité, mais pas. On va peut-être faire 25 rebonds avant d'arriver chez moi. Donc ça, c'est pas de mon ressort. Ce que je dis souvent à des clients qui me disent envoyez-moi de l'info jusqu'à chez moi plutôt qu'elle reste dans le data center, c'est que moi, je ne maîtrise pas la route entre le data center et vous. S'il y a une connexion qui n'est pas bonne, voire tombée, moi, je ne peux pas être responsable de ça. Donc je mets à disposition de la porte, je lui fais passer la barrière de péage, charge à lui de venir la chercher. Ça, c'est le premier sujet. Et après, en interne, grosse préliminaire de ça, on a bien évidemment des firewalls, on a des proxys applicatifs qui s'appellent le WAF. Donc l'idée, c'est que tout ce qui arrive en termes d'entrée dans le logiciel est surveillé, sondé, logué et gardé. Donc on sait à la milliseconde près qui a fait quoi. Donc il y a des trackers applicatifs de partout, ce qui fait qu'on est apte à savoir d'où vient la connexion, si elle est réputée entre guillemets dangereuse ou pas, par des whitelists d'IP par exemple. Il n'y a rien de méchant dans ce que je vais dire, mais le check des IP qu'on fait chez nous par exemple, on surveille beaucoup plus la Russie et la Chine que Lyon et Givor. C'est bizarre, hein. Et bizarrement, ça vient souvent de là quand même. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est-à-dire que par définition, ce genre de choses, on va les bloquer. Ce qui peut être pénalisant pour tes clients, avec des clients en Chine, qui ont besoin de se connecter. Mais par défaut, c'est pas ouvert et on fait une exception. Ce qu'il faut savoir dans ces pays-là aussi, c'est vrai en Russie et c'est vrai en Chine, c'est que tout le trafic Internet, sauf si c'est très très gros, est géré par le gouvernement. Ça passe par des proxys gouvernementaux. Donc ça veut dire que ton gouvernement, c'est systématiquement ce que tu fais. Et donc ce genre de choses, c'est une surveillance qui n'a pas lieu d'être, sauf si le client est d'accord. Et donc nous, on bloque et à l'entrée, et on fait ce qu'on appelle du filtrage IP, c'est-à-dire qu'encore une fois, par défaut, c'est fermé. Et on n'ouvre que sur le gouvernement. D'accord, donc là, ça accède vraiment à l'aspect données privées ou données personnelles. Est-ce que par rapport à la nouvelle réglementation, tout ça, européenne, bon, on parle pas de la Chine évidemment, mais à la nouvelle réglementation, est-ce que ça pose de réels problèmes dans vos solutions? Est-ce que vous avez eu affaire à des cas qui entraient dans cette réglementation et qui ont vraiment posé des problèmes? Je vais juste compléter la question d'avant. Parce que du coup, là, comme il le disait très bien, la donnée, elle arrive, il met à disposition, la donnée doit arriver, elle doit transiter, et je m'occupe de faire transiter cette donnée. Voilà, je suis transporteur. Et justement, on va retrouver les mêmes mécanismes côté transport. Exactement les mêmes, parce qu'on va le faire justement à différents niveaux. Et dans le transport, on parle bien justement de la côté sécurité, ces mécanismes de filtrage, etc. De reconnaissance aussi applicative pour voir ce qui transite, et d'inspection du trafic pour voir aussi, parce qu'aujourd'hui, reconnaître le trafic, c'est bien, mais si beaucoup de choses transitent sur HTTPS, là je commence à parler un peu technique, mais voilà, on utilise beaucoup d'applications derrière sur un browser internet, et donc il y a des choses qui sont masquées, donc il faut aller lire ce qui se passe pour vraiment voir ce que l'utilisateur fait. Et si vous voulez, et du coup, il y a des mécanismes de tunneling, on va créer des tunnels, c'est comme si sur la route, vous aviez des routes privées. Je me dédie un chemin, comme la voie de bus, en arrivant sur Grenoble, si vous êtes déjà allé, il y a une voie de bus le matin qui est dédiée, et voilà, c'est un peu pareil. Et en cloisonnant ça, je vais pouvoir déjà empêcher des attaques, etc. Parce que je sais que, comme j'ai monté un tunnel entre mes utilisateurs et leur cloud provider, qu'ils soient sur du privé ou même sur du public, comme Amazon, GCP ou Azure, et ces tunnels vont me permettre de complètement sécuriser ces données-là. Et je vais aussi justement voir justement qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ce qui va être intéressant, c'est justement, on a parlé d'IA dans la dernière conférence, c'est que plus j'ai d'applications, plus je vais avoir de choses sur mon réseau, sur ma route, plus je vais avoir d'informations, plus ça va être dur de tout suivre. Et donc c'est là où aussi l'IA vient être intéressante. C'est tous ces logs, toutes ces informations, l'IA va venir les manger. Et elle va pas forcément, parce qu'une IA, avant d'être intelligente, il faut lui faire manger beaucoup d'informations. Mais déjà, un premier niveau de ce qu'elle sait faire, c'est assez rapidement, c'est déjà dire, tiens, là j'ai détecté quelque chose de bizarre.
Donc c'est comme dans la photo de tout à l'heure, si vous commenciez à faire apprendre à l'IA qu'elle reconnaît une moto, mais elle n'est pas encore sûre. Donc au début, elle va reconnaître à 30, 40, 50%. Déjà, de dire ah là je suis pas sûr, mais il y a peut-être un vélo, c'est déjà intéressant. Et donc justement, c'est ce qu'on met en place pour déjà aider, parce que elle va me remonter l'information que de 50%, donc déjà les 50 autres pourcents, je sais que je suis sûr qu'il n'y a pas de moto, donc je vais déjà éviter de traiter de l'information, de devoir aller voir s'il y a un problème ou pas, je sais qu'il n'y en a pas. Et petit à petit, je vais pouvoir affiner, je vais gagner du temps, etc. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en termes de RGPD, le responsable, c'est pas l'éditeur, c'est le client, ce qu'on appelle le responsable du traitement. C'est-à-dire que charge à lui de mettre les bonnes informations au bon endroit et de respecter nos précaux pour qu'ils ne soient pas engagés, sachant que, sauf si je dis une bêtise, l'amende potentielle, c'est 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est un peu important. Ce qu'on fait nous, par exemple, quand on a des demandes de support, parce qu'on stocke toutes les données de nos clients, donc si on prend l'exemple de Nautilus, qui est le bon exemple sur les notes de frais, une note de frais, ça paraît tout bête, mais tu sais qui, quand, où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il a logé, s'il était tout seul, s'il a pris une voiture, s'il a pris un train. Donc c'est de l'info confidentielle. Donc quand les supports rencontrent une difficulté, ce qu'ils nous disent, c'est envoyez-moi la base et je vais regarder. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, pas en tant que tel, en tout cas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des scripts d'anonymisation qui remplacent toutes les valeurs personnelles, que sont le nom, le prénom, le mail, tout ce que tu veux. Et dans la mesure où ils n'ont pas ces infos, ça ne les empêche pas de réparer. Puisqu'ils ont un ID, un identifiant, mais l'ID, ils ne savent pas qui il y a derrière. Et donc là, c'est pas géré. Et donc ça, c'est en place aujourd'hui avec tous nos supports, donc un outil maison qu'on appelle qui s'appelle DDH, peu importe le nom, qui en fait vire toutes les informations dites personnelles et l'envoie automatiquement au support. Mais il ne faut jamais oublier que le responsable, ce n'est pas le fournisseur de l'application. Donc nous, on met le cadre qui permet de le respecter. Si le client me renseigne tous les mêmes noms, prénoms, téléphone dans une zone commentaire, je ne peux pas l'envoyer. Nous, de notre côté, sur ces parties-là, on va en fait justement loguer que des données techniques. Pour justement le côté anonymisation, en fait, il va être dès le départ. C'est-à-dire que je ne vais pas aller loguer des informations de l'utilisateur. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir détecter qu'il y a eu des comportements déviants, etc. Après, le débat, c'est justement sur l'adresse IP, parce qu'aujourd'hui, on a les logs sur l'adresse IP. Et là, ça commence à être... il y a un sujet, justement, il y a un flou sur est-ce que l'adresse IP rentre... voilà, je vais pouvoir retrouver qui c'est, donc est-ce que l'information est RGPD ou non. Donc là, oui, il y a un flou qu'on est en train de regarder sur ce point-là. Mais sinon, effectivement, on avait fait le choix de ne pas, on a la possibilité de ne pas garder ces informations, puisque du coup, ce qui va être intéressant, c'est plutôt les comportements de l'entreprise, du site, etc., plus que le comportement de l'utilisateur en tant que tel. Ah, d'accord. Quelle est votre vision dans les 5-10 ans à venir? Quelle place va prendre le cloud? Parce qu'on parlait de 30% de croissance par an chez vous, et plus pour certains. Qu'est-ce que ça va devenir? Moi, en tout cas, c'est pas spécialement ma vision, c'est comme on le dit, et que dans la mesure où tu as modifié tes applications pour qu'elles soient faites pour être digérées par le public, je ne vois pas comment demain tu peux faire un retour arrière, sachant que c'est vachement plus flexible, vachement plus mobile, et que si tu restreins l'usage en disant finalement je remets ça chez moi, tu vas faire que des mécontents. Est-ce qu'on peut imaginer des nouvelles applications cloud Tous les jours, hein. Ouais, clairement. Et justement, en fait, aujourd'hui, dans les entreprises, on parle de digitalisation de l'entreprise, on parle de smart building, d'industrie 4.0, d'hôpital connecté, d'IoT, on en a parlé tout à l'heure. C'est que des nouvelles applications qui n'existaient pas, ou c'était des solutions, il y avait des solutions qui n'étaient pas connectées. C'était par exemple un contrôle d'accès pour rentrer dans le bâtiment, ou la vidéosurveillance, elle n'était pas connectée. Mais aujourd'hui, elle va l'être, elle va renvoyer des informations dans le cloud. Donc en fait, comme on consomme plus d'applications, on va plus externaliser. Mais c'est là en fait, c'est que c'est pas parce qu'il y a le cloud qu'on va plus aller vers le cloud, c'est parce qu'on utilise plus d'applications, il faut les mettre à un endroit et c'est quand même plus pratique de les mettre dans le cloud que de reconstruire des petits clouds chez nous. La subtilité, elle est là. Le scan de ton justificatif, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'avant, tu allais dans ton Excel ou ton outil de frais, puis tu disais, je suis allé à Paris, j'ai pris le train de 6h16, ça m'a coûté tant, j'ai pris 3 tickets de métro, machin. Aujourd'hui, tu poses tout ça sur la table, tu fais une photo en rafale, c'est lui qui te passe les écritures. Si tu n'as pas dépassé le budget et que ton chef te le valide, c'est sur ton compte. Donc ça, c'est des petits services. Et on a l'IA pour la partie OCR, mais dans d'autres domaines, on a une appli mobile pour l'industrie, par exemple. Des gens qui réparent des machines, parce que tu as une panne sur la machine. Ils ont un SLA à respecter, donc si c'est une machine vitale, ça peut être, un quart d'heure.
Si c'est une machine qui produit, c'est 1 heure. Et en fait, on leur envoie des notifications systématiquement plus l'heure de crise approche. Ça, c'est des choses que tu n'avais pas avant, mais c'est une micro-application qui fait que le technicien, il sait s'il est à la bourre ou s'il n'est pas à la bourre et s'il doit prioriser. C'est un peu comme au McDo quand tu commandes. Si tu es en rouge sur le truc, c'est que tu vas l'attendre ton burger. C'est pareil, c'est une notification. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc on faisait 100 et ça passait très bien. Mais en fait, tu rends du confort aux gens. Le but, c'est du confort et que tu respectes tes engagements. Un exemple que j'aime bien, c'est une entreprise de cookware dont son siège est non loin d'ici, a sorti il y a quelques années un appareil connecté, le Cookéo. Vous trouvez quelle était l'entreprise. Et en fait, justement, on est arrivé avec la connectivité qui est arrivée dans la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'était ils avaient fait un retour d'expérience à un salon IoT il y a 2 ou 3 ans, en disant, nous on est une boîte industrielle, on fabriquait des poêles, des grille-pains et compagnie. Et on a sorti notre premier objet connecté, on a sorti une application qui allait avec. Et donc on a sorti l'application, et on s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'on avait vu combien de remontées utilisateurs sur l'application, de bugs, de patchs, etc. Et en fait, ils n'avaient pas du tout regardé. Et ils se sont rendus compte que ils avaient sorti une application, ils devaient rentrer dans un modèle de développement, de mise à jour, etc. Chose qu'ils n'avaient pas avant. Avant, il y a une version du grille-pain A, elle est vendue pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et ensuite, ils préparent la version 2, et quand ils sortent la version 2, elle n'évolue plus, etc., etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont dû justement s'adapter au modèle de développement, agile, DevOps, on en a parlé aussi. Et or, c'est un industriel qui fabrique comme je disais, des poêles et des grille-pains. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement, ça a fait évoluer l'entreprise. Du coup, tout ce dont on a parlé, tous les outils de développement, ils ont dû les adapter, se les approprier et forcément utiliser la partie cloud, etc. Donc il y a vraiment un changement, mais parce qu'on amène beaucoup plus d'usage à l'utilisateur, exactement comme la partie de faire. Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire un cloud privé? Alors en fait, c'est ce que je disais au début, nous on a un gros intérêt chez Bimo, c'est la partie souveraineté. C'est-à-dire qu'on a des clients du marché public, et dont un que j'ai eu le droit de citer, mais je ne sais pas si c'était là quand on en a parlé. L'intérêt du cloud privé souverain... Celui qui fait des missiles. Hein? Oui voilà, celui qui fait des missiles, l'expert. L'idée c'est que quand tu es régi par une entreprise qui n'est pas de droit français, les États-Unis ont le droit de regarder le contenu sans problème. Pas aussi vrai que ça. Le Cloud Act, il stipule ça en fait. Si tu signes avec une entreprise qui est américaine. Ça reste une décision de justice. En tout cas, nous en tout cas, on préfère s'éviter ça. Et les clients du marché public, c'est une condition sine qua non. Donc c'est le cas de Nexter, mais c'est le cas d'autres. Et encore une fois, on a une information sur ce client-là qui peut paraître bête parce que c'est une note de frais. Sauf que si tu as les grands patrons de chez Nexter qui partent dans un pays un peu bizarre et qui ont des notes de frais monstrueuses pendant 7 jours, à mon avis, c'est pas que pour découvrir le pays. Donc, il est important que cette info reste dans un domaine franco-français. En tout cas, c'est leur exigence. Et objectivement, je la comprends. Je ne dis pas que ça va être facile pour Tonton Dunham de venir voir ce qu'il y a chez nous, mais en tout cas, sur le papier, il a une loi qui lui permet de le faire. Si c'est souverain, comme nous, NC2 ou Jaguar à Lyon, ou ce qu'on veut, on sait qu'il ne pourra pas rentrer. Alors, c'est des cas particuliers parce que c'est vrai que la directive militaire actuellement, la directive militaire française interdit en effet le passage sur le cloud public. Ouais. C'est un cas particulier, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est déjà un cas. Après le deuxième truc, c'est que si vous aviez malgré tout un chiffrement des informations avec clé stockée à l'extérieur du cloud public, même le Cloud Act il n'y en a rien. ne dirait qu'une donnée cryptée avec difficulté en tout cas à décrypter. Donc ça pourrait quand même les résoudre. Après, l'autre intérêt, il n'est peut-être pas que technique, il est aussi marketing, il est un peu business et vendeur. C'est-à-dire qu'on a des clients qui, parce que c'est souverain et que c'est français. Ah, mais ça va sauter. Les années à venir vont. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne partie de notre code qui est restée là et c'est pas pour rien, c'est que ça plaît aux clients. Alors vous allez rigoler ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers salons à Paris sur les innovations. La boîte qui a pris le plus de chiffre d'affaires s'appelle le slip français. C'est la vérité. Parce qu'il y a un retour à ce besoin de marque. Donc, autant sur le cas des sujets militaires, c'est particulier. Ouais. Même sur le marché public, on en a qui nous le demandent. Pas tous, mais c'est aussi vendeur d'avoir un cloud souverain où tu sais que personne d'autre peut venir voir. Merci beaucoup Merci de beaucoup. votre présence. C'est bien.